Voilà, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Clément Sylvestre, je suis chirurgien orthopédiste et je suis spécialisé des pathologies de la colonne vertébrale et encore plus spécialisé dans tout ce qui est déformation de la colonne vertébrale. Alors, aujourd'hui, on va parler des scolioses de l'adulte. C'est un très vaste sujet. Je vais essayer de vous dresser un tableau le plus complet possible. Vous aurez, j'espère, des questions. Comme vous l'a dit Stéphanie, n'hésitez pas, hein, vous les notez et puis j'essaierai d'y répondre plus tard. Donc, le topo est intitulé Scoliose de l'adulte, stratégie et nouveautés techniques. Il y a des nouveautés, des choses aussi très anciennes, mais qui marchent très bien. Donc, je vais vous exposer un peu tout ça. Alors, voici le plan qu'on va suivre aujourd'hui. Je vais vous parler des histoires naturelles. J'ai mis au pluriel parce que vous verrez, il y a deux types de scolioses différentes. On va parler des traitements conservateurs, mais également des traitements chirurgicaux qui me concernent plus particulièrement. Donc, tout d'abord, les histoires naturelles. Il faut savoir qu'il y a deux types de scolioses. Vous avez d'une part les scolioses idiopathiques de l'adolescent, c'est-à-dire une jeune fille, pour la plupart du temps, hein, parce que les scolioses idiopathiques de l'adolescent, comme a dû vous le dire le docteur Grosbeau, c'est 7 à 6 cas sur 10, une jeune fille. Cette scoliose a été traitée pendant l'adolescence, n'a pas besoin de traitement chirurgical, elle a eu un corset, mais malheureusement elle vieillit avec des phénomènes dégénératifs, d'arthrose, de perte de déshydratation des disques, et puis également le fait que la scoliose, une fois qu'elle a percé un certain angle, elle a tendance à continuer de pencher dans le sens, enfin, on tombe dans le sens du côté où on penche, ce qui est classique, et hyper mécanique, hein, globalement. Donc ces scolioses idiopathiques de l'adolescent, elles vieillissent, donc c'est pendant longtemps elles sont asymptomatiques et puis passé la vingtaine, la trentaine, on peut avoir des phénomènes dégénératifs qui arrivent avec des douleurs qui peuvent se survenir, plutôt des douleurs rachidiennes. Et puis on a une autre catégorie qu'on appelle les scolioses dites de novo, c'est-à-dire que pendant toute la phase adulte, le patient et la patiente avaient une colonne toute droite. Et puis, avec le vieillissement, au lieu de vieillir avec une colonne droite, il y a des phénomènes de rotation, de dislocation qui apparaissent. Et on a ces phénomènes de scoliose. Alors, l'idiopathie qui vieillit, il y a réapparition d'une souffrance, oui, c'est vrai. C'est souvent quand elle progresse assez gênant parce que ces femmes, elles en ont souvent marre d'avoir cette déformation du tronc. Elles se sont battues souvent dans l'enfance et l'adolescence pour ne plus avoir de scoliose. Et puis elles sont rattrapées par ça. Donc c'est pas toujours facile à vivre. Et puis c'est découverte de scoliose de novo où finalement les gens reviennent avec des photos en disant c'était ça, moi j'étais comme ça il y a quelques années. Et puis regardez maintenant, je suis complètement déformé. Et donc, on a bien l'effet d'une scoliose de novo. Souvent, elles sont marquées par des douleurs mécaniques plus du fait de l'instabilité vertébrale avec des dislocations. Et il y a aussi un peu plus de problèmes de canal lombaire étroit qui sont associés. Et un point commun, c'est la ménopause. Vous allez voir l'évolution des scolioses. Ah, ça, c'est une scoliose dite adolescente, hein. Pendant la petite enfance, on a une scoliose qui évolue tout doucement. Et puis, lors du pic de croissance, hein, au pubertaire, on a la scoliose qui s'aggrave. Il faut savoir que la définition médicale d'une scoliose, c'est 10 degrés. En dessous, bon, c'est une asymétrie de vertèbres, une asymétrie de colonne, mais on ne retient pas l'indication, on ne retient pas la définition de scoliose. Donc, on reçoit plein d'adolescents. Ah, j'ai une scoliose. Ouais, vous avez 8 ou 12 degrés. Bon, c'est pas très inquiétant. Il faut surveiller parce qu'en fonction de où ils se situent dans leur pic de croissance, on peut être amené à proposer des traitements. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, c'est peut-être pour vous montrer que ça, c'est des courbes qui sont connues depuis très longtemps, qui ont été décrites par Madame Duval-Popper, mais on pensait, et c'est encore bien ancré dans le monde médical, parce qu'on est peu formé à ça en fac, que à la fin de la croissance, tout le monde dit la scoliose c'est stable. C'est pas tout à fait vrai. Les scolioses ne sont pas quelque chose de tout plat. On a quelque chose qui évolue un petit peu dans le temps. Alors, c'est très difficile de donner un chiffre.
on retient, c'est grosso modo en fonction du type de scoliose, si elle est thoracique ou thoracolombaire ou lombaire, on va retenir un chiffre de 1 degré par an d'évolution. Alors ça, c'est sur certaines cohortes qu'on a faites. Et bon, certaines évoluent, d'autres n'évoluent pas. Mais quand même, la plupart, c'est une évolution vers l'aggravation. Et 1 degré par an, c'est à peu près ce qu'on retient et c'est ce qu'on voit en pratique courante, hein, la plupart du temps. Avec des pics d'aggravation que je vous ai pas dessinés, qui peuvent être pour les femmes au moment des grossesses, hein. Il y a une distension. Il y a déjà la scoliose est liée il y a un lien hormonal est plus présent chez les femmes. Et au moment des grossesses, il y a une distension ostéoligamentaire, enfin, plutôt ligamentaire, qui fait qu'on a une tendance à une aggravation des scolioses à ces moments-là. Pas pour autant qu'il faut s'arrêter hein, de faire des enfants, mais globalement, on a un deuxième pic d'évolution sur ces scolioses idiopathiques qui sont au moment de la ménopause. C'est un peu le moment où toutes ces scolioses de novo apparaissent sur les squelettes matures. Alors ça touche pareil pour les scolioses de novo, c'est majoritairement des femmes, à 6 ou 7 cas sur 10. On retrouve la même quantité, la même proportion hommes-femmes, que ce soit sur les scolioses idiopathiques de l'adolescent que les scolioses vieillissantes. Donc voilà un peu les pics d'évolution. Le premier traitement à proposer, que ce soit chez l'adolescent comme on l'a vu avec le docteur Grosbeau, euh, le premier traitement, c'est le traitement conservateur. C'est-à-dire qu'on va passer sur différents types de corsets, qu'on va avoir ici un exemple de corset rigide, qui peut être lombaire, qui peut monter un peu plus haut. C'est tout à fait possible. On peut corriger un tout petit peu, mais c'est pas l'objectif, hein. Sur les scolioses vieillissantes, on a du mal, la colonne est assez enraidie. Si elles sont encore bien souples, bien sûr, on peut les corriger, on peut les stabiliser, mais le but, c'est de quand même diminuer les contraintes douloureuses. D'accord? Le, il n'est pas prouvé qu'un corset va arrêter l'évolution d'une scoliose. C'est du vieillissement, on peut pas arrêter le vieillissement. Hein, ça, c'est pas possible. Donc, le corset, on peut-être freine, c'est pas sûr. Euh, c'est pas le même objectif que quand vous êtes en pleine période de croissance où vous guidez la croissance avec un corset. Là, on est vraiment plutôt à guider la décroissance hein, et de la colonne vertébrale, à l'effondrement de la colonne vertébrale. Donc, on peut faire des corsets qui marchent très bien. Et puis, on l'associe à la kinésithérapie. Alors, des fois que kiné, des fois que corset, des fois on alterne. Il y a plein de mix qui sont possibles. Et puis, si on a des composantes douloureuses qui sont plus, plus présentes, j'essaie de me pousser un petit peu, on peut avoir des infiltrations qui sont possibles, tant intracanalaires, foraminales, mais également articulaires quand vous avez des dislocations. C'est des choses qui sont possibles. Euh, le, on a donc tout un panel et il faut arriver à mixer, saupoudrer, faire des alternances de corsets rigides, de ceintures lombaires, de coutilles baleinées. C'est une discussion qu'on a avec les patients. C'est une discussion que peut avoir aussi des médecins de rééducation hein, qui peuvent gérer ce genre de situation. Donc voilà, c'est une discussion toujours qu'on peut avoir avec le patient. Il y a des difficultés pour les scolioses idiopathiques qui ont vieilli. De parler de corset, pour elles, c'est souvent un gros mot et ça fait ressortir tout le mauvais vécu qu'elles ont eu il y a 30 ou 40 ans de leur corset quand elles étaient gamines. Alors ça, c'est surtout vrai pour les scolioses, pour les adultes actuels, hein, qui ont entre allez, 50 et 70 ans, qui ont été traités il y a effectivement 30 à 40 ans. Il n'y avait pas toute la bienveillance médicale à l'époque. On mettait le corset et puis avance comme ça et puis voilà quoi. Donc il n'y avait pas vraiment excusez-moi, la bienveillance n'était pas là. Et quand on leur parle de remettre un corset, elles essuient toujours une petite larme. C'est pas bien accepté. Pour les scolioses de novo, bah, c'est un peu plus simple hein, pour parler d'un traitement orthopédique. Elles n'ont jamais eu. Il y a une meilleure compliance, oui. Il faut l'accepter.
C'est un corset qu'on porte la journée, hein, uniquement, pas la nuit. L'avantage du corset, c'est que quand vous en avez marre ou que vous ne voulez pas le porter pour une raison X ou Y, ben, vous pouvez l'enlever pour 1 heure, 2 heures, toute une journée. Et l'idéal, c'est de le garder sur quelques semaines, quelques mois. S'il faut le garder tout le temps, ben, à ce moment-là, on va parler plutôt de chirurgie parce que si on est dépendant au corset, ça va être les options possibles. Alors voilà, euh, des exemples de scoliose avec des impacts. Alors il n'y a pas de photos, hein, je mets pas trop de photos de patients parce que je trouve pas ça hyper top. Mais vous voyez très bien que le centre de gravité là est complètement déporté. Vous voyez bien, hein, sur les radios actuelles, un effet de coup de hache sur le pli de taille, le tronc qui est quand même rapetissé, ratatiné. Vous avez une participation des douleurs parce que vous avez toutes les contraintes qui sont plus importantes dans la concavité, ici et ici. Et sur cette autre radiographie, vous avez ici des dislocations, c'est-à-dire que vous avez les vertèbres qui glissent les unes sur l'autre, mais dans le plan frontal. Dans le plan sagittal, ça s'appelle un spondylolisthésis. Et sur le plan frontal, vous avez des latérolisthésis qu'on appelle de dislocation. Donc là, vous avez une scoliose vieillissante de novo avec 2, 3 niveaux de dislocation. On a également le déséquilibre antérieur. Vous voyez, la plante C7 qui passe en avant des têtes fémorales. Ça, c'est très déstabilisant, c'est très usant, c'est très fatigant et douloureux d'avoir sans arrêt à lutter pour ramener son équilibre sagittal dans le bon plan. Donc tout ça participe aux douleurs. Un dernier point qui est peu évoqué, euh, c'est que on parle souvent des douleurs rachidiennes, des douleurs intracanalaires si vous avez des sténoses canalaires, mais vous avez également tout l'inconfort de vivre avec une scoliose. C'est-à-dire que quand vous êtes ratatiné comme ça, vous avez la course du diaphragme qui est moins bonne, donc vous êtes plus gêné pour respirer, on va dire en bas, sans parler d'insuffisance respiratoire, hein. C'est une gêne, c'est très inconfortable au niveau digestif, hein. C'est comme quand vous mangez, quand vous êtes ratatiné ou dans le lit, c'est pas très confortable. Et puis vous avez également ce qui est peu connu, c'est le conflit iléocostal. Vous voyez la côte là, à force de perdre de la hauteur dans la zone lombaire, vous avez la côte qui va venir percuter régulièrement, voire même de manière permanente, l'aileron iliaque, l'aile iliaque, pardon. Et ça, au bout d'un moment, c'est extrêmement douloureux, extrêmement gênant pour les patients. Et le traitement, c'est pas de raboter hein, la côte, c'est de réduire la scoliose. Donc, le traitement conservateur, le corset, marche assez bien là-dessus. Il y a un autre point qu'on peut, je vais mettre, voilà. Euh, Un autre point qu'on trouve sur les scolioses, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les dislocations. On voit très bien sur cette coupe IRM, où les vertèbres, au lieu d'être bien alignées les unes au-dessus des autres, ben à chaque fois, il y a une marche d'escalier dans le plan frontal, là, toc, toc. Hein, on les voit très bien entre L3, L4 et L4, L5. Et puis, vous voyez qu'entre L3 et L2, là, il n'y a plus de dislocation, les vertèbres sont bien alignées. Ça, c'est signe d'instabilité. Vous pouvez le comparer à une instabilité de genou quand vous avez une rupture du ligament croisé. Vous avez un genou qui se dérobe un petit peu. C'est pas des grands mouvements, mais par contre, le patient, quand il se met en position couchée ou en position debout, on peut avoir une aggravation de, allez, 3, 4, 5 millimètres de cette déformation. Donc, ça peut faire mal, ça peut faire des sténoses canalaires. C'est signe d'instabilité et donc du risque évolutif de la déformation. D'accord? Donc, on explique bien tout ce qui est symptomatologie, hein, c'est-à-dire les blocages, les radiculalgies, les discopathies qui peuvent être multiples, hein, comme on le dit là. Et tout ça, malheureusement, c'est accéléré avec la dégradation, euh, la modification hormonale, pardon, avec la ménopause. Euh, le, le corset a pour rôle de faire passer les contraintes ailleurs que sur la colonne vertébrale, hein. On dévie les contraintes et on stabilise également en même temps. Donc, vous avez une action sur la stabilité intrinsèque et extrinsèque de la colonne vertébrale. Donc ça vous permet à la fois de gagner tant sur les douleurs, alors déjà sur la déformation du tronc, parce que vous allez pouvoir jouer, pardon, sur l'effet pince-taille, donc vous allez comme un tube de crème, vous appuyez dessus, vous allez agrandir le tronc du patient, mais également vous allez stabiliser et diminuer les contraintes sur la colonne et la stabiliser, ce qui fait que les douleurs radiculaires, les douleurs articulaires, les douleurs discales vont être mis au repos et ça va permettre
l'amélioration de la symptomatologie. Et quand vous avez une instabilité que vous stabilisez, je me mords un peu la queue en disant ça, mais globalement, une fois que vous avez fait cet enraidissement et cette stabilisation, bah, vous avez quand même nettement moins mal. Vous avez ici des exemples de dislocations, hein, les discopathies, avec des discopathies érosives, les dislocations qui sont par rapport à l'IRM précédente vers la droite, et vous le voyez, les hypertrophies articulaires. Donc là, vous avez des niveaux où on a des effets de sténose foraminale. Ici, on voit bien la racine nerveuse en L3, L4, et là, elle est un peu plus serrée. Vous êtes sur une IRM, donc vous êtes à plat dos. Imaginez que quand vous êtes debout et que vous marchez, vous avez un effet de lordose qui va venir faire bouger cet articulaire qui va venir à chaque fois, alors pas taper, le mot était un peu fort, mais irriter, fermer ce foramen qui, à terme, bah, peut provoquer des douleurs. Soit à la marche, purement mécanique, et puis une fois que la racine est très irritée, de manière permanente, et puis si vous avez l'arthrose qui augmente, bah, vous avez une sténose permanente et statique du foramen. Puis vous voyez également, vous avez un rétrécissement latérolatéral du sac dural. D'accord? Donc, on le voit au niveau des dislocations, qu'on a des remaniements du sac dural. Et puis, si vous regardez en L5 et 5, bah, le canal, là, il est taille complètement normal. En L4 et L5, on retrouve également quelque chose d'un peu plus correct, mais une tendance à la fermeture foraminale. D'accord? Euh, donc, les dislocations rotatoires, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Comme je vous le disais, elles sont souvent sous-estimées avec l'IRM parce qu'entre la position debout et couché, ben, c'est pas la même chose. Vous mettez toutes les contraintes quand vous êtes debout sur la colonne vertébrale. On a même des fois des réductions très intéressantes de ces dislocations, que ce soit dans le plan frontal, les latérolisthésis, mais également les spondylolisthésis. Hein, c'est très courant, c'est très connu dans la chirurgie du rachis. Vous avez une IRM, on vous dit bah il n'y a pas de spondylo, et puis quand vous mettez le patient debout, que vous faites une radio de profil, vous avez un glissement de vertèbre d'un grade 1 facilement. Donc il y a une certaine instabilité. Donc il faut imaginer que le patient, quand il se met debout, avec peu de dislocation ou peu de spondylolisthésis, quand il se met debout et que vous voyez apparaître tout ça, eh ben ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça se fait avec des douleurs, et on a tout ce qu'il faut pour avoir les douleurs mécaniques de la colonne ou les radiculalgies, soit par étirement, soit par fermeture des foramen, comme on vient de vous le montrer. Donc, j'ai fait une petite place au traitement conservateur. On va parler un peu plus des traitements chirurgicaux, qui est plus, on va dire, ma spécialité et mon domaine. Euh, on va à la chirurgie dans différentes indications. Quand bah, vous avez un échappement à un traitement fonctionnel, hein, et conservateur, si l'invalidité est jugée trop importante devant des douleurs radiculaires, des claudications, des douleurs lombaires, des déséquilibres aussi frontaux et sagittaux, comme vous avez vu hein, tout à l'heure, et puis pour l'inconfort chronique que ça représente. L'échec du traitement conservateur, c'est une indication de traitement chirurgical. Si les scolioses évoluent, c'est-à-dire que si on n'a pas une évolution de 1 degré par an, mais qu'on est plus à 5 degrés parce que on est en période périménopausique ou de vieillissement plus important, eh ben on va avoir des fois des scolioses qui prennent pas 1 degré, mais qui prennent, allez, 2, 3, 5 degrés par an. Alors ça va 2, 3 degrés, ça peut ne pas être très douloureux, mais quand vous êtes à 5 ou 10 degrés par an, c'est assez rare, mais ça fait extrêmement mal parce que c'est évolue quand même trop rapidement. Et puis, même toute scoliose qui est à plus de 50 degrés, hein, c'est une scoliose assez importante, ça nécessite quand même un avis chirurgical, même si on n'opère pas, hein, on n'opère pas toutes les scolioses, mais notre travail, c'est quand même d'informer les gens de où ils en sont, ce qu'on est amené à faire comme traitement, et vous le voyez sur ces radiographies, c'est ce genre de traitement qu'on propose pour les scolioses, c'est-à-dire c'est de l'arthrodèse vertébrale. On va mettre des vis dans les vertèbres et les relier par des grandes tiges pour faire des réductions, des déformations de face et également de profil. Et puis, les autres indications de traitement chirurgical, c'est certaines demandes du patient, c'est-à-dire que il y a un côté inesthétique quand on est vraiment très déformé, quand vous avez le tronc qui a ce qu'on appelle un effet baïonnette par rapport au bassin. C'est douloureux certes, mais c'est vraiment très gênant. Il y a aussi
le contexte, certaines patientes ont simplement marre, globalement, d'avoir une scoliose et de penser à leur scoliose. C'est très envahissant. Donc, les gens pensent à leur scoliose. Alors, depuis tout petit, on leur dit attention à ta scoliose, attention à ta scoliose. Les gens grandissent avec ça. Et au bout d'un certain temps, ouais, franchement, ils en ont marre et ils disent, bah, opérez-moi, je veux plus y penser, je veux que ce soit stable, je veux que ça s'arrête. D'accord? Il faut savoir que le seul traitement définitif d'une scoliose, l'arrêt de l'évolution, c'est la chirurgie pour l'instant, hein. Les scolioses, malheureusement, continuent de progresser pour la plupart. Bien sûr, il y en a certaines qui évoluent pas, mais pour la plupart, elles évoluent. Donc, l'objectif de la chirurgie, je vous l'ai dit, c'est l'arrêt définitif de l'évolution des déformations. Et puis, c'est pas juste arrêter les déformations, mais c'est également les réduire, c'est-à-dire qu'on les corrige. On passe d'une scoliose comme celle-ci à une réduction, comme vous voyez, de face. C'est-à-dire que non seulement on enlève les phénomènes douloureux. On peut également ouvrir les foramens sur les dislocations, hein, parce que vous pensez que là, vu que vous avez dans la concavité, vous avez moins de place pour la sortie des nerfs au niveau des foramen, et ben le fait de réduire la colonne, de la réaligner de face et de profil, et ben vous allez faire une libération indirecte. De même, vous allez stabiliser tout ce qui est instabilité, discopathie associée, arthropathie associée, et ça va calmer les douleurs. Donc on corrige les déformations, on fait des chirurgies qui corrigent à la fois le plan frontal mais également le plan sagittal. Vous voyez très bien la différence entre l'avant où l'aplomb de la colonne vertébrale passe, pardon, de l'aplomb, ce qu'on appelle nous, notre base c'est l'aplomb de C7, hein, de la septième vertèbre cervicale, par rapport aux têtes fémorales, et ben vous voyez la différence entre avant et après. On a un aplomb de C7 qui repasse derrière les têtes fémorales, ce qui est nettement plus équilibré et nettement moins énergivore au quotidien. Donc, on fait le point, hein, on arrête l'évolution et ce de manière définitive, on corrige les déformations. Au niveau neurologique, si besoin, on fait des décompressions qui peuvent être directes et indirectes, hein, c'est-à-dire que malheureusement, des fois, l'arthrose est trop importante et on va être obligé d'ouvrir le canal vertébral, un peu comme un canal lombaire étroit qu'on opère. C'est le même principe. On associe à la chirurgie de la déformation une décompression canalaire. Et puis, le but, c'est de restaurer, pardon, un équilibre frontal et sagittal. Et globalement, on va redonner un aspect esthétique du tronc. Alors, c'est pas la chirurgie cosmétique, hein, mais les gens sont quand même des fois contents de voir qu'il ressemble à quelque chose dans la glace. Dans le monde actuel, c'est quand même assez important. Donc voilà, les corrections qu'on va faire, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va recréer la lordose. Ça, c'est la correction dans le plan sagittal. Et de plan frontal, on va ramener les vertèbres, les réaligner au niveau de l'axe du tronc. Voici un peu les déformations, enfin non, pardon, pas les déformations, les décompressions qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va enlever l'arc postérieur, ça c'est le sac dural, le corps vertébral, la zone postérieure est ici, et donc nous on va venir avec nos écarteurs et se poser le site opératoire. On aura mis nos vis qui sont dans le chenal osseux, dans le pédicule ici et ici, et puis on va de temps en temps devoir faire la décompression, donc faire une laminectomie, une laminoarthrectomie, enfin on a plusieurs termes, mais voilà comment on fait pour décomprimer. Alors, un autre point qui est très important, qui est bien à la mode depuis, on va dire, les 15-20 dernières années dans le monde chirurgical, c'est l'équilibre sagittal. Et ça, c'est fondamental dans la prise en charge de nos scolioses. C'est un point clé, c'est très relié au fait que notre chirurgie va être efficace en termes de stabilité, mais également en termes de douleur et de qualité de vie. On sait que plus on va restaurer un patient dans un équilibre dit physiologique, et meilleur sera le résultat. C'est exactement la même chose quand vous avez, pour le pied par exemple, un hallux valgus. On sait que le gros orteil, il faut le mettre dans de bonnes positions parce que sinon on peut pas chausser, on peut pas bien marcher. Voilà. Nous, c'est exactement la même chose. C'était quelque chose qui n'était pas très connu avant les années 2000. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup de choses sur ça. Et c'est maintenant fondamental dans la chirurgie de la colonne vertébrale de l'adulte et dans le monde de ces corrections de déformation.
Et nos échecs, nos erreurs sont souvent liés à ces problèmes de déséquilibre. Donc là, vous avez schématiquement, hein, ici quelqu'un qu'on va dire d'équilibré. Ici, vous avez quelqu'un avec une compensation, c'est-à-dire que vous avez moins de lordose, mais l'aplomb de C7 reste en arrière des têtes fémorales, hein, c'est un peu notre père. Normalement, l'aplomb de C7, c'est au niveau du sacrum et on prenait au niveau de l'angle antérieur du plateau sacré, je vais y arriver. Et puis là, vous avez un exemple de patient déséquilibré, avec, vous avez perdu de la lordose, vous êtes en grande symphose, l'aplomb de C7, il est devant les têtes du fémur, et vous avez même une petite extension de hanche et un flexum des genoux. On en voit plein hein, dans la rue, c'est du phénomène de vieillissement de la colonne vertébrale. C'est très classique. Vous avez le rachis, là, vous avez deux phénomènes de vieillissement. Je ne parle pas de vieillissement, mais de compensation. Vous avez typiquement ici la personne âgée. On le voit en vieillissant, on perd la lordose. C'est un peu physiologique. Et puis, puisqu'on perd la lordose, notre haut de la colonne vertébrale est toujours en syphose. Donc, soit notre syphose s'aplatit un petit peu, mais globalement, au bout d'un moment, la syphose s'accentue également. Et vu que vous avez votre aplomb de C7 qui part trop devant, le meilleur moyen de corriger quand même ça un petit peu, c'est de fléchir un peu les genoux. Parce que si vous fléchissez pas les genoux, vous allez avoir l'aplomb qui va être très devant et vous allez être vraiment très gêné. Typiquement, la personne âgée qui a une canne, oui, elle a en délordose. C'est du vieillissement. On l'oppose souvent à l'enfant qui, lui, a un squelette qui est assez souple. Donc, lui, dès qu'il va avoir un problème, il va plutôt se mettre en hyperlordose et en antéversion. C'est pas le but du jour, mais c'est les phénomènes dégénératifs. Donc là, vous avez le vieillissement, hein, qu'on peut mettre en, en évidence de manière un peu plus chronique, c'est les lois de la dégénérescence. Maintenant, c'est bien connu. Vous avez le bassin qui se met en rétroversion pelvienne progressivement avec la perte de lordose. Hein. Les deux sont liés et se répondent. Et puis, au bout d'un certain seuil, quand la plombe C7 est trop devant, pour corriger, vous allez avoir un petit flexum des genoux pour essayer de ramener, hein, si vous balancez si vous faites une rétroversion pelvienne, vous allez ramener votre tête un peu plus au-dessus des têtes du fémur. Et puis, au-delà, vous êtes en déséquilibre complet, avec besoin d'un appui antérieur, de la canne, du caddie, des chaises, etc., pour vous déplacer. Ça, c'est bien étudié et c'est vraiment fondamental. Et c'est vraiment c'est plus une nouveauté pour nous qui baignons dedans au quotidien, mais pour pas mal de gens, euh, je pense une kiné, même si maintenant je pense que c'est enseigné un peu, enfin je l'espère, dans les écoles de kiné. Mais kiné, alors les médecins G, je suis sûr qu'on vous en a jamais parlé, enfin même ceux de ma génération et même ceux plus jeunes, c'est vraiment un truc d'hyper spécialiste, mais c'est vraiment une grande révolution et ça explique beaucoup de nos échecs. Et donc, le but de ces chirurgies, mon travail, c'est d'annuler tous les systèmes de compensation ou les accepter dans certains cas. Hein. Des fois, on accepte des compromis. Et puis, au mieux, de redonner la forme initiale parce que c'est la forme la plus économique. Plus vous allez être penché devant, on le voit très bien, hein, quand on travaille avec un porte-à-faux, ça fait très vite mal au dos. Et c'est pareil, les gens, dès qu'ils sont déséquilibrés, les muscles du dos sont pas faits pour ça. Ils travaillent trop vite, enfin, ils travaillent trop fort et trop dans la journée. C'est des muscles normalement accessoires qui sont censés se contracter pour rééquilibrer, là, ils n'ont pas du tout cette activité-là et quand on est très déséquilibré. Donc du coup, mon travail, c'est de les remettre plus équilibrés pour qu'il y ait moins de contraintes physiologiques au jour le jour. Ce qui est décrit, c'est les formes de dos de Monsieur Roussouli, qui est un Lyonnais, Cocorico, et qui sont mondialement reconnues, hein, ces formes de dos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en plus des lois de dégénérescence que je vous ai montrées, on a décrit des formes de dos particulières. Il y a 4 grands types dans cette classification. C'est pas mal parce que ça nous fixe un peu les idées et qui sont liées à l'incidence pelvienne. L'incidence pelvienne, je reviens un petit peu en arrière, c'est un angle formé entre le centre des têtes du fémur et la perpendiculaire au plateau sacré. D'accord? Ça, c'est un angle, voilà, c'est celui-là. C'est l'incidence pelvienne, pelvic incidence en anglais. C'est un angle qui est stable, quelle que soit la position du corps dans l'organisme. C'est pas un angle positionnel, c'est un angle morphologique. C'est un peu une empreinte digitale de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des fortes incidences pelviennes, par exemple typiquement
80 degrés, c'est énorme, avec, associé à ça, puisque vous avez une pente sacrée qui est corrélée à l'incidence pelvienne, qui elle est du coup importante, et ben vous avez des grandes lordoses. J'espère que je vous perds pas trop, parce que nous, on a l'habitude de manier ces termes. Pour pas mal de gens, c'est peut-être nouveau. Donc, l'incidence pelvienne, c'est un angle physiologique, c'est pas un angle positionnel. Que vous soyez assis, debout, peu importe dans l'espace, vous avez toujours cet angle de 80 degrés, de cet angle qui est fixe, pardon. Et donc, plus l'incidence va être importante, plus vous allez avoir de lordose au-dessus. Ok? Et à l'inverse, plus votre incidence est faible et moins vous aurez besoin de lordose au-dessus pour construire votre colonne vertébrale. Hein, imaginez bien que votre colonne, elle part du plateau sacré, et puis vous devez avoir votre tête quelque part par là. Bah, pour l'amener, bah, vu que votre colonne, votre plateau sacré est orienté comme ça, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de mettre une grande lordose et une kyphose pour amener votre tête au-dessus de votre bassin. Si vous avez peu de pente sacrée, donc une faible incidence pelvienne la plupart du temps, pas besoin de beaucoup de lordose pour emmener votre tête de manière équilibrée. Ça, c'est les extrêmes. La population, on va dire, caucasienne européenne, parce que là aussi c'est démontré, est plutôt avec une incidence pelvienne moyenne. Alors, ça varie en fonction des études, mais retenez, allez, 50, 52, 53. C'est à peu près ce qu'on retient. Ça, c'est la population donc blanche caucasienne européenne. Les populations asiatiques, on voit, ils ont d'autres pathologies et puis ils ont des incidences pelviennes qui sont plus basses. Alors pas à 30, hein, mais plutôt allez, entre 45 et 50. Et les populations euh, africaines, on va dire pure souche, elles ont des incidences pelviennes qui sont plus élevées que 50. Alors elles sont pas à 80, mais on est plutôt à 55, 60, ce qui est déjà énorme dans nos prises en charge. Donc ça, c'est la grande nouveauté de nos dernières années. Et ce qui a été décrit, c'est quatre grands types de dos en fonction des répartitions des lordoses avec des formes assez démonstratives de colonne vertébrale. Alors, ça, c'est des schémas qui marquent les esprits, mais il faut comprendre que dans la population, c'est tout un pattern. Hein, c'est très, vous avez plein d'angles et de variations, mais globalement, ça répond à de ces grands schémas qui sont basés, les types 1, type 2, type 3, type 4, sont basés en fonction des incidences pelviennes. Alors, voilà, ça c'est un point vraiment hyper important parce que comprenez que si vous dessinez un dos de type 4 alors que le patient il doit être un type 1, ça va pas fonctionner. Et à l'inverse, si vous mettez un dos tout plat dans l'arthrodèse alors qu'il fallait faire un type 4, ça marchera pas non plus. On aura des difficultés ou des complications carrément. Donc, il y a ces types de dos. Bien sûr, ils vont vieillir de manière très différente. Là, vous avez quatre exemples de scoliose qui sont très sévères pour certaines, plus ou moins. Alors là, à mon avis, c'est une scoliose ancienne. Là, c'est une scoliose de novo. Là, on saurait trop dire, mais je dirais plutôt une idiopathie qui vieillit. Et on est bien incapable de déterminer la forme des dos. Et vous voyez qu'on a des dos qui sont complètement différents. Oh, pardon, d'un patient à l'autre. Vous avez typiquement ici un dos plat, un dos plus ou moins, plutôt harmonieux. Là, vous avez une grande kyphose, une petite lordose. Et là, vous avez également une grande kyphose, une grande lordose. Donc, on a plein de types différents en fonction des gens. Et c'est pas le frontal qui va nous donner, c'est pas la radio frontale, pardon, qui va nous donner une idée de comment se comporte le dos, au niveau de son dos. Et vous pouvez avoir donc deux problèmes, le problème de scoliose et le problème du côté, de l'équilibre sagittal. Et des fois, c'est même lui qui est prédominant et c'est lui qui nous pose le plus de problèmes à traiter. Euh, les dégénérescences en fonction des types de dos, là je ne revois plus le nom de ma diapo, mais je crois que c'est le type 1, et effectivement c'est le type 1. Les types 1 vont vieillir typiquement avec une aggravation de la kyphose ici, les discopathies qu'on voit bien sur cette patiente, pardon, avec des ostéophytes sur les corps vertébraux, et souvent associé à une hyperlordose, avec une hypertrophie facétaire, ou en tout cas un contact facétaire postérieur qui est très douloureux. Et puis vous y associez sur le plan frontal bah, les sténoses foraminales ici, et dans la contre-courbure sur la partie basse. Et où là, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une situation très difficile à tenir au quotidien.
Vous avez effectivement ici des types 1, on en a déjà vu un, et là un dos qu'on a retransformé plutôt en type 2, en post-opératoire. C'est des dos de faible incidence, alors là on est plutôt dans la discussion de spécialistes. Quelle forme de dos il faut redonner quand on a un type 1? Est-ce qu'il faut en donner un type 2? Je ne veux pas vous ennuyer trop avec ça parce que je pense que je vais vous perdre. Déjà, c'est pas clair pour pas mal de chirurgiens, mais peu importe. Euh, ce qu'il faut, là, on va faire un retour sur le traitement un peu plus basique de la chirurgie. C'est de l'arthrodèse. On va soit traiter que la scoliose, hein, dans certains cas, dans le type de scoliose idiopathique vieillissante, et on va être amené à faire des arthrodèses comme si on traitait un adolescent. C'est-à-dire qu'on traite les déformations. Ça nous permet à la fois de traiter le sagittal. On n'a pas besoin, pardon, d'aller se bloquer la zone lombosacrée. On la laisse libre. Et puis, en fonction de l'âge du patient, ben, on va leur dire, attention, il y aura probablement un vieillissement du bas du dos. Et s'il est trop invalidant, ce vieillissement, on peut être amené à prolonger l'arthrodèse. Mais dans un premier temps, on peut tout à fait dire aux gens, ben, on fait que la zone qui gêne. On laisse la zone libre. Ça laisse encore un peu de mobilité. Si cette zone libre n'est pas douloureuse et pas embêtante. C'est une chirurgie qui se fait en un seul temps opératoire avec un temps postérieur unique pour l'arthrodèse. Voici d'autres exemples de déformations très sévères qu'on a traitées que par un traitement de la déformation pure. Vous voyez, on a laissé la zone lombosacrée libre. On ne peut pas toujours tout réduire hein, sur ces déformations qui sont très sévères. On est obligé des fois d'en laisser un peu, euh, et dans le plan sagittal et dans le plan frontal. Déjà parce que techniquement, on est limité par la raideur de la colonne. Ou alors, il faut partir sur des chirurgies très très lourdes, ce qu'on appelle des ostéotomies vertébrales, c'est-à-dire qu'on vient couper carrément toute la colonne vertébrale. Donc, c'est des chirurgies quand même très lourdes, très techniques, très fatigantes pour nous, pour le patient. Donc, on n'y va pas forcément tout le temps. Et puis, sur les autres types de déformations de la colonne, qu'on est sur vraiment sur une scoliose qui a trop vieilli, soit sur une scoliose de novo avec des phénomènes dégénératifs très importants, et ben là, pour le coup, on va être amené à bloquer la zone lombosacrée. C'est plus impactant, certes, mais encore une fois, si on a des instabilités, de l'arthrose trop évoluée ou des sténoses canalaires, ça sert à rien de laisser une zone libre qui est déjà malade. On n'arrivera pas à traiter le patient et au contraire, on aura un échec complet de notre chirurgie. C'est des chirurgies qui se font en 2 temps opératoires, c'est-à-dire que là, pour diminuer et s'éprouver les complications mécaniques sur la partie basse de la colonne vertébrale, qui sont ben, des fractures d'implant, des lâchers d'instrumentation, on va être amené à mettre en place des cages qu'on appelle intersomatiques. Alors ces cages, dans notre pratique, nous, on les met plutôt sur un 2e temps opératoire, qui on va faire par une voie, par une laparotomie. On fait une mini laparotomie. On va mettre une cage ici, puis on peut mettre des fois 1 ou 2 niveaux supplémentaires, soit par cette même laparotomie, soit par une petite lombotomie sur un 3e temps. C'est rare, mais c'est des choses qu'on peut être amené à faire quand on fait une arthrodèse qui est jusqu'au bassin. Euh, L'idée, c'est vraiment de renforcer la charnière lombosacrée qui est soumise à beaucoup de contraintes et euh, de diminuer nos complications mécaniques liées à la prise du bassin. Voilà des exemples de chirurgie de déformation de colonne vertébrale. Pardon, je reviens. Vous avez ici une petite déformation, hein. Toute la colonne n'est pas prise dans la scoliose. C'est une scoliose de novo. Et ben, on a besoin que de bloquer la partie basse et avec une arthrodèse intersomatique. Cette cage, tout à l'heure, je vous ai montré, on peut la mettre par devant, mais on peut également les glisser par voie postérieure. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Un autre exemple sur votre droite, là, une scoliose qui prend toute la colonne vertébrale. Je vous passe sur l'équilibre sagittal, hein, c'est plus le débat, mais là, on a été obligé de bloquer l'ensemble de la colonne vertébrale avec, vous voyez, la restitution d'un dos avec une très longue kyphose, une courte lordose, c'est un dos de type 1, et on a été amené à mettre 2 cages par devant, une en L5S1 et une en L4-L5. Ça assure une embase assez solide. Vraiment sur le côté pratico-pratique, voilà ce qu'on utilise pour faire les arthrodèses, hein. Des vis, comme on a un peu en orthopédie, des connecteurs
pour relier les vis aux tiges, et puis des bouchons qui vont venir se mettre par-dessus. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, des clips. Ah, là, il y a une petite vidéo, je sais pas si elle marche, mais non, elle marche pas. Ah, celle-ci, elle marche. Là, je laisse la vidéo parler. On insère les vis dans les vertèbres. Ça se fait pas aussi vite que ça en pratique. On met les connecteurs, on visse, on boulonne tout ça, et vous voyez que la colonne va venir se mettre, se plaquer en fonction de la tige qu'on a mis à la forme que l'on désirait. Et vous voyez, on redonne, là c'est fait, c'est sur le plan sagittal, euh, on redonne de la lordose. Alors voilà en pratique, alors ceux qui sont, voilà, Non, voilà ça, comment ça se passe. encore, Alors voilà. ça c'est mon assistant qui mettait la tige. Normalement, quand on est à deux, c'est un petit peu plus simple. Là, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Puis sur l'écran de droite, là, vous voyez, une fois qu'on s'est enquiquiné à mettre la tige, vous voyez ce que ça donne sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Tous ces petits boulons là vont être cassés pour voir après, sinon ça dépasse et puis c'est très gênant. Et après c'est cassé comme vous avez ici, vous avez les vis là. C'est auto-sécable au-delà d'un couple de force. Comme ça après on peut en refermer. C'est pas gênant, enfin c'est pas gênant. C'est le profil est assez bas et c'est pas trop gênant sous la peau. Les voies postérieures ont pour objectif la réduction et la fusion, hein, c'est-à-dire que je reviens là. Une fois qu'on aura mis les tiges, on va mettre une greffe osseuse le long des tiges. On aura avivé l'os et c'est cette soudure osseuse qui va stabiliser définitivement la colonne vertébrale et que la scoliose arrêtera d'évoluer. C'est ça le traitement en fait. Nous, on met les tuteurs dans la colonne vertébrale et on prépare le lit de la greffe. Après, on attend que la greffe se fasse parce que c'est un phénomène naturel, comme quand on se casse un bras ou une jambe. On va dévier ce mécanisme de, de, de cicatrisation osseuse pour faire nos arthrodèses. Donc l'objectif, c'est de réduire et d'apporter une fusion définitive de la colonne, tout ça sur une forme de dos qui va être adaptée au patient. Et là, c'est aussi une autre nouveauté et qui est en train de prendre comment dirais-je, de plus en plus de place, et je pense à juste titre, dans la chirurgie de la colonne de ces grandes déformations, c'est la chirurgie sur mesure. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant d'analyser. Avant, on prenait une radio, avec nos rapporteurs, on faisait les angles, on calculait. Bon, c'est pas compliqué de calculer les angles, mais faire ça sur toutes les vertèbres, c'était trop fastidieux, on n'y arrivait pas. Maintenant, on a des logiciels de reconstruction qui nous permettent, là, on met juste quelques points. Il y a une intelligence artificielle qui reconnaît où se positionnent les vertèbres. Donc, nous, on a juste à modifier et à contrôler le logiciel et vous avez ces vertèbres qui sont reconstruites et ça nous donne directement tous les paramètres dont on a besoin. L'incidence pelvienne, la pente sacrée, où se trouve la tête du fémur, l'aplomb de C7 par rapport aux têtes fémorales. Et puis, ça nous fait des calculs des angles de lordose, de kyphose, quel type de dos c'est. Donc ça, c'est une grande aide en pratique pour préparer nos chirurgies, pour voir où on en est, et puis pour dire, bon, pour programmer l'ensemble de notre chirurgie. Ça nous permet également de faire des simulations, c'est-à-dire que là, on a reconstruit également de face, hein, ça se fait dans le même temps. On a ces vertèbres qui sont reconstruites et puis on dit, bah voilà, moi je veux une réduction de face de 100% et le logiciel nous ramène la colonne vertébrale quasiment de face. De même, de profil, on a demandé donc de face la réduction. Vous voyez ici en rose l'ancienne courbe et la courbe que l'on souhaite. Vous avez en rose là la courbe initiale de la déformation de profil et là la courbe que nous on a souhaité. Alors on passe des fois un peu de temps à demander, bah là je vais demander 5 degrés entre L4 et L5, etc. Donc on a des logiciels qui sont assez ergonomiques et grâce à ça, après, les industriels sont en capacité de nous dessiner et de nous livrer une tige qui va être sur mesure, donc à la longueur désirée et surtout aux angulations que l'on souhaite. C'est-à-dire que en opératoire, on n'aura pas grand-chose à retoucher. Il faut savoir qu'avant, nos tiges, elles étaient livrées toutes droites et que on prenait des instruments comme le plombier et on contournait nos tiges pour les adapter, soit directement dans le site opératoire, soit à l'extérieur. Donc, on passait notre temps à modifier, à regarder où on était. Ça, c'est bien parce que le travail déjà, on l'a fait en amont, on a réfléchi un peu plus à notre chirurgie.
on a de manière plus précise, pas qu'on y allait la tête sans avoir réfléchi au dossier, mais là on peut vraiment discuter vertèbre par vertèbre ce qu'on souhaite. Et puis bien sûr, rien ne nous empêche d'adapter la tige en péropératoire. Donc ça c'est pardon, c'est une grande nouveauté et c'est une grande tendance qui se généralise dans pas mal de situations. Après, on n'est pas, tous les dossiers ne s'y prêtent pas, hein, les scolostroraides, on a du mal à projeter comment ça se réduit. Là maintenant, je vous ai évoqué tout à l'heure les voies antérieures. Je vais vous montrer un peu plus en pratique à quoi je fais allusion. Donc, elles se font par des laparotomies ou des lombotomies avec des apports qui peuvent être rétropéritonéaux, voire transpéritonéaux, hein, ça peut arriver. Et puis, le but, c'est de faire une dissectomie totale. On enlève le disque et à la place, on fait une greffe osseuse. C'est-à-dire que, in fine, on aura une soudure osseuse le long des tiges et une soudure osseuse entre les vertèbres. Donc, ça nous assure une prise et une embase assez costaud à la colonne vertébrale. Alors là, c'est un exemple de cage isolée pour un dossier qui n'était pas de scoliose, mais vous voyez à peu près à quoi ça donne. Alors là, il y a plein de cages sur le marché avec des vis en métal. Alors la mode et la tendance est au métal. Avant, elles étaient toutes en plastique avec juste des petits marqueurs métalliques pour voir où elles étaient. Là, maintenant, une tendance à faire sur du métal avec des cages en titane projeté. Vous avez ici, voilà, c'est des cages en pic. Vous avez que des petits marqueurs, que des petits points qui symbolisent la cage pour que quand on fait une radio, on sache que la cage est bien au niveau du corps vertébral, qu'elle n'a pas migré, qu'elle n'est pas devant ou qu'elle n'est pas surtout derrière dans le canal où on pourrait faire des conflits et des compressions neurologiques. Voilà, en plus gros, à quoi ça ressemble, la cage en métal et les cages en plastique que l'on voit pas. Euh, hop, hop et hop. Voilà les abords qu'on peut être amené à faire. Alors, la voie royale pour le L5 et 5, c'est d'aller tout droit, euh, parce que tout droit, je vous rappelle au niveau de l'anatomie, vous avez euh, la bifurcation aorto-iliaque et la confluence iliocave qui se projette sur L4 et L5. Et ce qui nous gêne le plus souvent, c'est quand même la confluence veineuse. Et il faut le dire, c'est ce qui nous pose plus de problèmes. Autant une artère, c'est très rare qu'on ait des lésions artérielles directement, mais les lésions veineuses, du fait de la paroi de la veine qui est très fragile et que l'on peut comprimer et collaber complètement, on peut avoir des trous en péropératoire. Et en fonction de l'épaisseur du patient, c'est pas forcément simple à gérer. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir soit un chirurgien viscéral, soit vasculaire, habitué à travailler avec les vaisseaux dans le bloc opératoire, pas très loin, en cas de problème. La plupart du temps, ça se passe très bien, hein. Maintenant, ça se fait même en ambulatoire quand il y a qu'un seul disque à faire. C'est tout à fait possible quand les patients habitent pas trop loin. Mais voilà, il faut le savoir, ça peut être problématique de temps en temps. Donc soit on passe sur des alifs, vous voyez, donc on va tout droit, hein, donc on passe la paroi abdominale, puis après on passe en rétropéritonéal, alors soit à droite, soit à gauche. On repousse un peu le sac péritonéal. Alors là, au niveau des reins, mais quand on est en L5 et 1, il y a quasiment plus rien. On pousse tout le sac, on arrive sur la bifurcation, on travaille le disque. Pour les niveaux au-dessus, L4, L5 et L3, L4, alors soit on passe par la même voie d'abord et on fait L5 et 5 et L4 et L5. Là, ça demande une temps de dissection pour soit écarter l'aorte et la veine cave pour aller travailler tout droit, soit on pousse tous du côté droit. C'est assez malléable hein, quand les patients sont pas trop artéritiques. On peut tout à fait disséquer et mettre en place une cage. On n'a pas forcément autant d'espace qu'on voudrait, mais c'est tout à fait c'est faisable si on prend un peu le temps. Et de même, on peut avoir des accès par voie latérale, c'est-à-dire en ce qu'on appelle O-leaf, nous, ou X-leaf ou L-leaf, mais c'est des abords qui vont être vraiment par lombotomie, hein, soit un peu comme un point de McBurney à gauche, soit vraiment sur le flanc, sur le côté gauche. On privilégie le côté gauche parce qu'on n'a pas la veine cave à gérer. Quand on voit un vaisseau, c'est l'aorte, et elle est Enfin, on la voit de temps en temps, on la voit rarement, mais en tout cas, on peut plus facilement la repousser, et alors qu'une veine cave, on va l'écraser et on peut passer à travers, et ça peut être délétère, voire catastrophique. Donc, il vaut mieux passer sur le côté gauche dans ces cas-là. Et là, on a accès
Ben voilà, vous avez le muscle psoas ici, vous avez la colonne qui est là, on pousse un peu le psoas, et puis on peut travailler tout à fait bien les disques intervertébraux et mettre en place les implants. Les autres voies qu'on peut utiliser, c'est les voies postérieures, lors de la chirurgie postérieure, où on va venir travailler le disque, mais là, il faudra pousser le sac dural. Alors, il y a des pour, il y a des contre, il y a des avantages et inconvénients à toute technique. Je pense que c'est pas l'intérêt pour vous de savoir tout ça, mais voilà, sachez qu'on peut mettre ces cages par pas mal de voies d'abord, en fonction de la stratégie qu'on aura planifiée avec le patient. Un petit focus sur une nouvelle avancée, enfin, avancée, je sais pas, mais une nouveauté qui est tout le travail de la sacro-iliaque. Pendant très longtemps, la sacro-iliaque était un peu délaissée des chirurgiens de la colonne vertébrale et et des chirurgiens de la hanche parce que on n'avait pas vraiment de solution simple à apporter. Soit on faisait des grands abords antérieurs, soit postérieurs, c'était très délabrant pour aller faire des stabilisations de sacro-iliaque. Actuellement, c'est un petit peu à la mode. Alors, il y a toujours des effets de mode, on va peut-être en revenir un peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de douleurs sacro-iliaques post-opératoires qui, des fois, sont résistantes euh, au traitement conservateur, hein, à infiltration. Alors, il n'y a pas tellement de cancer pour les sacro-iliaques à part un Bermuda, mais on peut avoir besoin et recours de ces implants qui viennent ponter la sacro-iliaque et stabiliser de manière définitive. Voici un peu des vues péropératoires qu'on peut avoir de profil et de face. C'est encore une fois la douleur sacro-iliaque était très présente en post-opératoire, quelle que soit la chirurgie, hein, grosse arthrodèse ou même juste recalibrage ou petite arthrodèse isolée. Elles sont bien connues en post-traumatique, en postpartum et dans les maladies inflammatoires avec la spondylarthrite ankylosante. Mais l'avantage de la spondylarthrite ankylosante, c'est qu'elle ankylose la sacroiliaque de manière spontanée. Donc, on n'a pas à le faire dans ces situations. Le postpartum, il n'y a qu'à attendre la plupart du temps que les hormones retombent et que les ligaments se retendent et à ce moment-là, les choses rentrent dans l'ordre. De temps en temps, ça a été très rare. On décrit des arthrodèses de sacro-iliaque. Bon, c'est plutôt de l'anecdotique, mais c'est quelque chose c'est une nouveauté et je pense que vous en verrez passer, que ce soit en rééducation ou en médecine générale. Donc voilà ce que ça donne sur une chirurgie. Vous avez une chirurgie de scoliose ancienne. Vous avez ici, vous avez là toute la greffe osseuse, hein. On voit très très bien sur cette radiographie. C'est une vieille, une patiente qui a déjà quelques temps. Là, il y a eu une osteotomie transpédiculaire pour redonner de la cambrure sur la partie basse. L'équilibre est bien satisfaisant. Par contre, vous avez, ben voilà, une douleur sacroiliaque qui a nécessité la mise en place de ces plots. C'est en métal trabéculaire et ça vient traverser la sacroiliaque complètement et ça vient stabiliser. Ça marche relativement bien quand les indications sont bien posées. Euh, bon, vous avez vu, hein, ces radios sont souvent impressionnantes quand on n'en a pas l'habitude. Les questions qui viennent souvent, c'est mais est-ce que ça marche et qu'est-ce que ça donne en termes de complications? Alors, ce qu'on dit aux patients, c'est que l'évolution est lente et longue en post-opératoire. Euh, les gens, ils sont bien à un an après la chirurgie parce que vous avez 3 à 6 mois de de consolidation osseuse. Les 3 premiers mois sont dédiés à de la convalescence avec la réautonomisation, hein. On ne demande pas de rééducation. On veut ne pas forcer sur la colonne et sur la zone lombosacrée. Et donc voilà, c'est important de garder un verrouillage lombopelvien, surtout si on a fait une stabilisation au sacrum. Et on commence la rééducation vraiment à partir du 3e mois par la kiné en libéral et on peut être amené à faire de la kiné un peu plus intensive en centre. Ça se discute pour les gens qui en ont besoin, quand ils ont besoin d'avoir un réentraînement à l'effort à 6 à 8 mois post-opératoire. Sur des gens qui sont encore en activité professionnelle, s'ils ont un poste adapté avant l'opération, ce qui est pas tout le temps le cas, euh, l'arrêt de travail va de 8 à 14 mois, hein, c'est ce qu'on leur dit. Et en pratique, c'est rare que les gens reprennent à 6 mois post-op, hein. Ça, c'est ceux qui n'ont pas le choix, qui sont en activité dite libérale et qui peuvent pas faire autrement. Mais c'est pas recommandé parce qu'ils sont encore en rééducation, ils sont encore
euh, avec une fragilité mécanique qui est là. Le poste adapté, évidemment, beaucoup d'invalidité pour tout ce qui est travail, un peu de force. Là, ceux-là, ils peuvent pas reprendre. C'est des suites opératoires qui sont non dénuées de complications, hein. Plus on fait une arthrodèse lourde, plus on a de complications, le lot de complications qui va avec. Ça peut être neurologique en périopératoire, infectieuse aussi, hein. Il y a beaucoup d'infections, alors beaucoup, entre 5 à 10% si le rachis est vierge. Mais si on a des gens qui ont déjà été multi-opérés, on peut monter à 20 ou 30%, ce qui est énorme de risque infectieux. Les complications médicales, on a un allaitement, on essaie de sortir, il y a de la rate, ça aussi, hein, ça intervient sur nos patients, mais on peut avoir des complications médicales associées. Et puis notre grosse problématique, c'est quand même les complications mécaniques, c'est-à-dire que la greffe ne fonctionne pas, c'est-à-dire que la zone lombosacrée, la plupart du temps, ne consolide. La plupart du temps, quand on a des complications, on s'entend, euh, il peut y avoir des lâchers d'instrumentation, il peut y avoir des fractures de tiges, de matériel, et ça nécessite qu'on réopère les gens, pas 4 à 6 mois après la chirurgie, parce qu'il y a un problème majeur qui fait que ben ils vont pas bien. Malgré tout, hein, ce qu'il faut entendre, c'est que dans 60 à 75% des cas, on a une amélioration de la qualité de vie qui est nette. On leur en parle à 20 ans, c'est clair. Il peut y avoir encore des douleurs post-opératoires, et c'est ce qu'il faut dire aux patients qui ont été opérés. On ne va pas tout enlever, on va bloquer le dos. Donc, il y a une physiologie qui est quand même contrariée. On ne peut pas leur dire qu'ils auront plus mal dans le dos, c'est pas possible. Mais on a quand même une amélioration de la qualité de vie. Ça, c'est clair, c'est prouvé également. D'accord? Donc, on a une amélioration de la qualité de vie. On a un petit pourcentage où bah, ça va pas du tout parce qu'on a eu malheureusement beaucoup de problèmes et puis qu'il y a aussi d'autres problèmes en lien socio-professionnel, familial, que sais-je, de parcours de vie difficile. Et puis, on a aussi un petit pourcentage où les gens sont transformés par la chirurgie, mais c'est pas comme ça qu'il faut, entre guillemets, vendre la chirurgie. On la vend pas, mais c'est pas comme ça qu'il faut expliquer, la chirurgie. Donc, voilà un petit mot de conclusion, parce que je pense que j'espère pas vous avoir trop saoulé et fatigué. La scoliose à l'âge adulte, oui, c'est une situation qui est compliqué, compliqué parce qu'on n'a pas eu le temps de le voir, mais c'est un des retentissements physiques sur de la douleur chronique et donc psychique sur la douleur chronique. C'est quelque chose qui se voit pas trop. Donc, comme tout ce qui est handicap qui se voit pas, ben, les gens ils sont étiquetés poil dans la main, feignant. Mais pourquoi enfin, tu vas bien, t'as tes deux bras, tes deux jambes, t'as toute ta tête. Bah oui, mais le dos il suit pas. Le dos, on en a besoin tout le temps, qu'on soit assis, debout, à la marche, on a besoin du dos. Et l'entourage ne le comprend pas tout le temps. Et c'est vraiment très usant au niveau psychique. Et la douleur chronique est très usante. Du coup, il va y avoir des retentissements sociaux, professionnels, familiaux, qui sont pas faciles à gérer. Et donc, tout ça, ça fait un cercle qui est pas forcément vertueux en préopératoire et ni même en post-opératoire quand il y a des points qui sont trop importants au niveau socio-professionnel ou familiaux. Euh, Ces scolioses, malheureusement, elles ont tendance à évoluer vers l'aggravation. Le traitement reste quand même difficile, que ce soit médical, orthopédique ou chirurgical. Euh, on a une altération de qualité de vie du fait de ces scolioses et une gêne sur les actes de la vie quotidienne. Quand vous êtes très douloureux, bah, tout ce qui est soins distaux, se couper les ongles des pieds, se laver les pieds, voire même les soins intimes peuvent être limités. Alors effectivement, après la chirurgie, plus on fait une arthrodèse longue, plus ça peut être aussi gênant. Mais la chirurgie, quoique lourde et complexe, et non dénuée de complications, est efficace malgré tout. Et c'est une vraie solution aux situations bah, où on est bien coincé. Voilà, donc j'ai pas mal parlé, j'espère pas trop vous avoir perdu. C'est un vaste sujet. C'est très compliqué de dresser le tableau complet de tout ça. Et puis voilà, maintenant je vais être ouvert à à vos différentes questions si vous en avez.